Cette possibilité d'avoir une rentrée sociale qui cette fois-ci fonctionne, en tout cas plus que la dernière fois, est à mon avis une nécessité. Est-ce qu'il ne faut pas une gilet jaunisation de cette séquence politique ? Les stratégies syndicales de répétition de journées de mobilisation à certaines dates régulières, sans trouver autre chose, semblent fatiguées, en tout cas pour répondre à la situation. Si syndicats, partis politiques, associations s'organisent comme un contre-modèle, là, les limites de la mobilisation n'existent plus. C'est désormais le moment d'échanger avec Paul Hellec au sujet de l'actualité politique du week-end. Alors, Paul Hellec, qui est connu de nos spectateurs réguliers et qui revient pour cette grande première de notre antenne en direct. Bonjour Paul. Bonjour, avec plaisir. C'est cette semaine que s'ouvre une sorte de round fait de manifestations dans la rue, dans un contexte d'inflation, notamment d'explosion des prix de l'électricité, un contexte qui n'empêche pas l'exécutif Macron-Borne de tenter d'avancer sur la réforme des retraites et de durcir encore les possibilités, les modalités d'accès à l'assurance chômage. Je commence par te poser une question volontairement large, on rétrécira après. La rue peut-elle aujourd'hui faire reculer Macron ? Doit-elle faire reculer Macron ? Alors, peut-elle, on verra. Doit-elle ? À mon avis, oui. On vit une séquence qui s'organise un peu sous l'égide d'une répétition tragique de 2017. On avait 2017 une grosse séquence électorale qui n'avait pas résolu les questions de fond. Et derrière, une grosse séquence, on va dire, d'attaque du droit des travailleurs. On avait eu le deuxième volet de la loi travail. Et de même, on avait eu une volonté d'avoir une revanche sociale par une rentrée sociale mouvementée. Et ça a été très compliqué. Et là, on a un peu le même symptôme qui recommence avec peut-être encore plus d'urgence climatique et sociale. Et donc, du coup, cette possibilité d'avoir une rentrée sociale qui, cette fois-ci, fonctionne, en tout cas plus que la dernière fois, est à mon avis une nécessité pour le camp social qui s'est organisé autour de cette séquence présidentielle, qui s'est jouée en gros sur la candidature de Mélenchon à la présidentielle, et puis après sur la NUPES, qui était une expérimentation nouvelle pour ce camp social qui allait chercher ses limites et où est-ce qu'il voulait aller pour la suite. Donc est-ce qu'elle doit le faire ? À mon avis, oui. Maintenant, dans les détails, je pense qu'on va y revenir, c'est compliqué. Alors c'est compliqué peut-être parce que, à première vue comme ça, le calendrier des mobilisations peut paraître chaotique. Journée d'action spéciale personnel de santé, jeudi, là, dans quelques jours, le 22. 7 jours après, on aura ce qui se veut une grève générale à laquelle ne s'associe ni la CGT ni la CFDT et FO. Et en octobre, une grande marche contre la vie chère portée par la France Insoumise, le PS, EELV, mais pas le Parti communiste de Fabien Roussel. On a connu mieux en matière de rang serré. Oui, alors dernièrement, on avait eu plutôt des signes positifs, c'est-à-dire on avait eu à la fois depuis le confinement le collectif Plus Jamais Ça, avec des rapprochements entre les syndicats et des associations sur des questions environnementales et sociales. De l'autre côté, on avait eu des premières rencontres entre les partis politiques et les syndicats, donc on se disait que ça pouvait bien se jouer. Et puis effectivement, là on a l'impression d'un désordre, mais c'est sans doute aussi parce que ne se décrète pas la grève générale, ou en tout cas la grève qui vient complètement organiser une réponse frontale. C'est normal qu'il y ait des revendications de chaque secteur qui est touché, on le sait, et les mots peuvent être les mêmes dans tous les services publics ou des fois dans la dégradation des conditions de travail dans le privé, également similaires dans les entreprises, mais c'est pas pour autant qu'une convergence s'organise automatiquement. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un écueil dans la période, c'est que les stratégies syndicales, et pourtant je le dis très tranquillement en étant syndiqué moi-même, de répétition de journées de mobilisation à certaines dates régulières, sans trouver autre chose, semble fatigué, en tout cas pour répondre à la situation, et donc que la question de la convergence à un moment entre le monde politique et le monde syndical, elle se pose. Est-ce qu'il ne faut pas une gilet jaunisation de cette séquence politique ? En tout cas, la caractéristique principale des Gilets jaunes, c'était que sa survenue était surprenante, extraordinaire, et avait pris de court tout le monde. Donc, Mais il y avait aussi un art du débordement qui a inquiété le pouvoir bien plus que les mobilisations classiques. Bien sûr, mais même je pense que déjà, si les syndicats et les organisations politiques pouvaient s'organiser ensemble, ce serait déjà un débordement de, si on voulait être vraiment pessimiste, dire la folklorisation du mouvement social qu'on a connu pendant, on va dire, les 10, depuis 95, on va dire. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'en fait, c'est derrière
derrière, pourquoi il y a une dispersion? C'est qu'il y a des questions politiques et historiques très fortes. On dirait que les syndicats, ils ont une prudence par rapport aux partis politiques parce que c'est un contre-coup historique de ce qu'a été le modèle syndical comme courroie de transmission des volontés du PCF et du PS en ce qui concerne la CFDT et la CGT. Donc on peut comprendre et qu'en fait, quand cette contradiction entre, d'un côté, une répartition des tâches entre social et politique saute, c'est là aussi que peut se rejouer la question d'une confrontation et d'un débordement de l'agenda. Parce qu'ensuite, si syndicats, partis politiques, associations s'organisent comme un contre-modèle, là, les limites de la mobilisation n'existent plus. Rapidement, en fait, on va parler des bisbilles qui peuvent exister avec Fabien Roussel qui continue de se distinguer par ses sorties, notamment en établissant un distinguo gauche du travail, gauche des allocs. Et il y a aussi François Ruffin qui se fait taper sur les doigts après avoir donné une interview à Charlie Hebdo où, disons, on voit en caricature un Mélenchon prêtre de l'islamo-gauchisme. Et qu'est-ce que ça traduit, ces bisbilles-là ? Ça traduit qu'il y a un besoin de débat à gauche et il y a peut-être un besoin de repère en ce qui concerne Fabien Roussel. Un débat à avoir sur la question du travail, en fait, dans la nécessité d'avoir un programme qui rassemble et face aux attaques du camp d'en face, les programmes de la gauche ont souvent pour but de mettre un stop à l'hémorragie. C'est une formule qu'ils utilisent souvent, ils disent rupture, etc. Et donc, il y avait une volonté de revenir en arrière avec des politiques, que ce soit la suppression du nombre de fonctionnaires, le gel du point d'indice, l'incapacité à faire augmenter le SMIC et donc les salaires, etc. Mais derrière, sur la construction, il y a plein de débats de fond à gauche, salaire universel, salaire à vie, revenu universel, etc., ou plein de représentations du travail qui ne sont plus discutées de façon massive. C'est discuté, par exemple, dans les syndicats, la CGT a son projet, etc. Et donc, du coup, besoin de débat. Et puis, besoin de repères, parce qu'à mon avis, Fabien Roussel ne sait pas ce qu'il dit. Il est toujours comme ça. Il fait une provocation, puis après, derrière, il essaye de repartir et de rétropédaler en essayant de réexpliquer qu'on l'a mal compris, etc. Stratégie médiatique, quoi. Ben, en tout cas, oui, on a vu qu'il a toujours voulu se distinguer par ce genre d'aspect et que, à mon avis, c'est aussi une mauvaise compréhension de sa propre histoire. Parce que les communistes ont construit la sécurité sociale et les systèmes d'allocation comme une reconnaissance que les travailleurs sont des travailleurs, peu importe s'ils participent ou non à l'emploi et au travail tel qu'il est défini par le capitalisme. Donc, alors, on parle aussi de François Ruffin. François... Est-ce qu'il faut le mettre dans le même sac que Fabien Roussel ? François Ruffin, il y a une ambiguïté. Moi, je l'écoute régulièrement, je suis en train de lire son livre et je pense qu'il s'est dédouané dernièrement, François Ruffin, d'être associé à Fabien Roussel. Il sent bien qu'il y a un problème. Et effectivement. Mais bon, à Charlie Hebdo, j'ai regardé son interview. Effectivement, Charlie Hebdo, il n'y a plus rien à y faire. Je dirais, à mon avis, il ne faut même pas aller faire des interviews là-bas. Dans toutes leurs questions, ils essayent de ramener, de pousser à la faute en disant une partie de la gauche a abandonné la laïcité. C'est ces espèces de fausses évidences qui veulent affirmer des positions très réactionnaires. Et puis il y a ce dessin absolument spécial. Alors un mot sur l'affaire Adrien Quatennens, jusqu'ici numéro 2 de la France Insoumise, qui a avoué dans un communiqué des violences exercées sur sa femme avec laquelle il est en train de divorcer. Est-ce qu'il a un avenir en politique, un avenir immédiat dans la France Insoumise ? Est-ce qu'il devrait faire plus que ce qu'il a fait, c'est-à-dire démissionner de son poste de député? Un avenir, c'est pas à moi de le déterminer. Sa fonction de député. Un avenir en politique, c'est pas à moi de le déterminer. Je pense que la séquence a été catastrophique en termes d'expression publique des dirigeants et dirigeantes de la France Insoumise. Peut-être seul le communiqué de l'organisation est un peu à sauver. Et qu'en fait, il faut reprendre, à mon avis, 3 principes. 1, les responsables, les dirigeants et dirigeantes politiques doivent d'abord agir en responsable, ensuite en tant que personne. C'est-à-dire publiquement exprimer qu'est-ce que les organisations peuvent faire pour participer et encourager le combat des femmes qui parlent, qui s'expriment, et donc seulement s'interdire en public d'exprimer des soutiens à des personnes qui reconnaissent des violences ou sont accusées de violences. Deuxième chose, faire en sorte que les organisations arrêtent d'essayer de se dédouaner de leurs responsabilités, parce que la société échoue massivement à répondre à la question des violences sexistes et sexuelles. Les organisations collectives seront touchées et continueront d'être touchées par ce genre d'affaires, c'est-à-dire du fait que des personnes pratiqueront des actes violents et qu'il faudra résoudre cette question. Et enfin, troisièmement, je pense que le problème, et pourquoi ça devient un leitmotiv régulier dans les organisations, y compris de gauche, c'est le fait qu'on doit sortir, à mon avis, le régime des sanctions prises par les organisations de la gestion du cas par cas.
Parce que dans le cas par cas, on retrouvera toujours l'arbitraire des rapports de pouvoir, des rapports d'amitié à l'intérieur des organisations. Et là, il faut mettre de la procédure. Donc il y a des commissions, d'écoute de la parole, et maintenant il faudrait, comme les statuts des partis politiques qui établissent des règles, dire à tel cas correspond tel cas, telle sanction, à tel cas correspond telle sanction. Et ensuite, apprécier a posteriori la singularité des affaires. Mais sans procédure et sans un régime clair, il y aura injustice pour les victimes et arbitraire dans les décisions prises. Merci beaucoup, Paul Élec. C'est la fin de ce point d'information.